Donc bienvenue à tout le monde sur la première séance du séminaire des nouveaux paradigmes de l'archive. Donc première séance parce que ça fait déjà donc 2 ans, là nous sommes dans la 3e année de ce séminaire, dont l'objectif était et toujours d'ailleurs, de confronter les transformations numériques des archives et du traitement de l'information, en faisant appel finalement à des regards qui croisent aussi bien les pratiques métiers des archives, de la documentation et des bibliothèques, mais en y mêlant aussi une vision orientée recherche. Donc, au cours de ces 2 années passées, 2019-2020, on avait surtout envisagé ces archives essentiellement sous l'angle textuel. Et cette année, on a voulu ouvrir avec les archives audiovisuelles. Alors, pourquoi un éclairage spécifique finalement sur ces documents visuels ou sonores? D'abord, un petit rappel historique, puisque avant d'être envisagé comme archive en tant que tel, les films, les vidéos, les enregistrements sonores ont surtout été produits pour le divertissement, pour des essais artistiques, pour une production artistique. Mais on se rend compte que très vite, dès le début du XXe siècle, les administrations se saisissent également de ces nouveaux médias. Par exemple, le ministère de l'Agriculture entre dès les années 1920 dans une très importante production de films. Donc, ça fait partie des plus anciens films administratifs, puis d'autres ministères poursuivent aussi dans ce sens-là, comme le ministère des Affaires étrangères. Et pourtant, entre ces débuts très intensifs, je peux vous en assurer, puisqu'on a de très nombreux fonds issus de ce ministère, pourtant, il faut attendre un certain temps pour que l'audiovisuel soit qualifié d'archive et le soit dans la loi. C'est-à-dire qu'il faut attendre les années 70. Alors après, d'abord, une petite incursion au niveau des phonographes qui entrent dans le dépôt légal de la BNF, la Bibliothèque nationale de France, dès 1925, les années 70, où les vidéogrammes vont aussi entrer dans le périmètre du dépôt légal de la Bibliothèque nationale de France, toujours en 75, suivi par le cinéma en 77 au Centre national de cinématographie. Et puis, avec un petit bond dans le temps, dans les années 92, avec la création du dépôt légal à l'INA pour tout ce qui est radio et télévision, et puis à nouveau BNF pour tout ce qui est multimédia, logiciel et base de données, là, ce qui nous intéresse beaucoup moins. Alors, les archives en elles-mêmes, les archives nationales, ne sont pas en reste, le réseau des archives, puisque dans la loi de 79, les archives sont bien désignées comme des archives sur tout support. Et de ce fait, dès les années 80, les archives nationales commencent aussi à archiver des archives dites sur des nouveaux supports, selon le terme qui est employé à ce moment-là. Alors finalement, on peut se demander comment on se retrouve déjà dans tout ce maillage institutionnel et si l'arsenal législatif semble créer des voies d'entrée différentes, est-ce que les frontières entre ces différentes archives sont si évidentes? Car en fait, on peut se demander ce qu'est une archive audiovisuelle. Qu'est-ce qu'on qualifie d'archive audiovisuelle? À partir de quand on passe des rushs jusqu'à une version de diffusion? Est-ce que c'est seulement finalement un glissement de représentation au public qui serait discriminant, ou bien différentes étapes techniques qui créeraient ce sens d'archive audiovisuelle?
Donc c'est une problématique qui est finalement d'autant plus difficile à résoudre que les archives audiovisuelles elles-mêmes ne se laissent pas faire. C'est-à-dire que si on veut suivre à la lettre la répartition légale, on en viendrait finalement à démanteler énormément de fonds d'archives, donc de fonds, c'est-à-dire un ensemble produit dans une même intention. Et donc, on perdrait finalement la cohérence intellectuelle ou artistique de l'intention de son auteur. Donc, en vous réunissant aujourd'hui, ces différents aspects que l'on veut étudier avec vous et interroger, mais comme la problématique est très très large et que même si on a un temps un peu confortable, il est quand même assez restreint, on a choisi une voie d'entrée assez originale dans nos fonds des différentes institutions patrimoniales qui sont représentées aujourd'hui dans le séminaire, qui sont les archives qui ont été produites par la mission du bicentenaire de la Révolution. Et donc, par ce prisme, on va voir toute la richesse de la problématique posée par les archives audiovisuelles et les différentes pistes que l'on peut tirer pour résoudre un certain nombre de difficultés. Yann, je te laisse peut-être présenter les intervenants et les grandes articulations de cet après-midi. Je vais plutôt d'abord présenter l'ordre que nous vous proposons, puisqu'en fait, en effet, l'idée, c'est un parcours et surtout un dialogue entre différents acteurs, témoins, producteurs et usagers de toute la chaîne finalement, de production de l'archive audiovisuelle, dans la mesure où elle se nourrit de différents logiques de mémoire et d'archives. Et c'est d'autant plus fort dans le cadre de la mission du bicentenaire, c'est qu'il y a un fonds organique versé aux archives nationales, et on va le comprendre très vite, qui fait partie même de la mission en fait, en quelque sorte, de s'archiver elle-même. Jean-Noël Jeanneney, son ancien président, va nous le dire dans un instant, mais que, en effet, des archives audiovisuelles de la mission du bicentenaire ou autour du bicentenaire, ce qui n'est pas la même chose, il en existe dans de nombreuses autres institutions, à commencer par la Bibliothèque nationale de France, d'où la présence de Dominique Théron, qui est chef de service de la conservation audiovisuelle, ce qui évidemment fait que le fait qu'on n'arrive pas à l'entendre aujourd'hui est un petit peu paradoxal, mais voilà. Mais également l'Institut national de l'audiovisuel, même si sa directrice des collections, sa directrice déléguée générale des collections, Agnès Magnin, est aussi là à titre d'archiviste général de la mission en 1990-91. Donc, il y a bien cette idée de faire circuler la parole et les expériences autour non seulement de la nature et de la production de ces archives, mais également de leurs usages à différentes échelles de temps, leurs usages immédiats, leurs usages secondaires et leurs usages, si j'ose dire, pérennes. Dans quelle mesure ces archives sont-elles saisies comme des archives ou comme des illustrations ou comme des représentations? Donc pour ce faire, nous avons autour de la table plusieurs types d'intervenants. Je le prends par ordre alphabétique, comme ça apparaît sur le séminaire, sur le programme du séminaire. Donc tout d'abord Annie Duprat, qui est professeur des universités en histoire moderne, spécialiste de l'histoire de la Révolution française, qui a travaillé notamment sur l'image, justement, et la caricature. Je crois qu'elle soutenait sa thèse peu après le bicentenaire et qu'elle a participé, elle aussi, en tant qu'historienne, aux activités du bicentenaire. Ensuite, Patrick Garcia, qui est
lui professeur d'histoire à l'université de Cergy, comme Annie Duprat d'ailleurs, Cergy est à l'honneur aujourd'hui, mais aussi à l'ESPE de l'Académie de Versailles, chercheur associé à l'Institut d'Histoire du Temps Présent et auteur d'une thèse, de la thèse, sur le bicentenaire de la Révolution française. Je me permets de la saisir ici, publiée au CNRS édition 2000, mais soutenue en 1994, donc vous voyez exactement 5 ans, jour pour jour ou presque, après le bicentenaire de la Révolution française. Et Patrick sera donc à la fois, lui aussi, en quelque sorte, témoin et acteur, mais aussi interprétateur ou premier historien du bicentenaire, avec d'autres, hein, bien sûr, je pense à Steve Kaplan, ou voilà. Jean-Noël Jeannet, alors si j'ose dire, qui est notre voilà, le point d'orgue, et à la fois historien, acteur de premier chef en tant que, évidemment, ancien président de la mission du bicentenaire de la Révolution française, mais aussi ancien président de la Bibliothèque nationale de France entre 2002 et 2007, date à laquelle il a pu aussi revenir sur ses propres archives de la mission du bicentenaire, ancien secrétaire d'État et aussi ancien président de Radio France, mais surtout historien. Et ça, c'est ça que nous lui demandons aussi, c'est d'être aussi pleinement historien et pas simplement ancien acteur. Je précise que Jean-Noël, je n'ai pas l'ouvrage sur moi, près de moi, vient de faire paraître le premier tome de ses mémoires, Le Rocher de Suspens, aux éditions du Seuil, et que précisément, son expérience à la mission du bicentenaire fait partie de la suite de ses mémoires, ce qu'il va nous dire dans un instant. Agnès Magnin, que j'ai donc évoqué tout à l'heure, qui est donc conservatrice générale du patrimoine, actuellement directrice déléguée des collections de l'INA, ancienne directrice des Archives nationales, j'insiste beaucoup sur ce point, mais auteur et d'un livre finalement qui ressemble presque à celui de Patrick Garcia, en tout cas qui a le même titre, Le bicentenaire de la Révolution, alors sans française d'ailleurs, vous le remarquerez, livre paru donc en 1990 ou 91, c'est tout d'un coup un doute, 91 bien sûr, publié par les Archives nationales, et qui est en fait l'inventaire ou l'hyper-inventaire de ce fonds de la mission énorme, en quelque sorte, conservé aujourd'hui au département exécutif et législatif des Archives nationales. Donc c'est à ce titre qu'on lui demande, là aussi en tant que témoin, acteur de l'archivage, mais aussi de la conservation des fonds audiovisuels en général, puisque c'est sa spécialité aujourd'hui au premier chef. Pour poursuivre donc l'ordre alphabétique de nos invités participants, Comsimien, historien, jeune historien de la Révolution française, qui a dû naître peu de temps avant le bicentenaire, voire même peut-être l'année du bicentenaire, 3 ans avant, voilà, donc en 1986, si je compte bien, et qui donc est là à divers titres, d'abord en tant que spécialiste de l'histoire de la Révolution française, comme Annie Duprat, mais justement représentant une autre génération historiographique. Il a consacré sa thèse sous la direction de Philippe Bourdin, justement à l'enseignement et aux écoles, notamment dans le monde rural pendant la Révolution française, thèse soutenue en 2017 à Clermont-Ferrand, et il est aujourd'hui maître de conférence à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, donc rattaché à l'Institut d'histoire de la Révolution française, et donc on lui demande là pour le coup pas d'être témoin, ça va être difficile, mais justement d'être, si j'ose dire, la parole de la perception à distance de à la fois de l'événement bicentenaire, mais aussi de sa mémoire et de la manière dont aujourd'hui on peut percevoir le statut notamment de ce journal du bicentenaire, dont je crois avec Annie Duprat vous avez avant cette séance pu revoir quelques extraits, les 108 heures de Rush qu'on appelle le journal du bicentenaire de la Révolution française, et qui est, on va vous l'expliquer, l'archive audiovisuelle du bicentenaire telle qu'elle a été conçue par la mission et Jean-Noël Jeannet notamment. Et donc je termine par Dominique Théron qui est là mais encore un peu en difficulté, qui est donc chef du service de conservation audiovisuelle à la Bibliothèque nationale de France, où sont aussi
et on va essayer de comprendre pourquoi, conserver une partie de ces rushs et de ces archives audiovisuelles de la Révolution française. Donc je vous propose de commencer. On a, avec Martine, envisagé 4 temps, et puis ensuite une discussion. 4 temps, tout d'abord, il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire se poser la question de la genèse d'une mise en archive de la mission du bicentenaire, entre commande de films, constitution de vidéothèque, mais bien sûr archives papier. Et je précise que on ne doit pas mettre de côté l'audiovisuel. Les archives audiovisuelles font partie intégrante du fond de la mission. Et on essaiera de comprendre un peu plus quel est ce journal au sens ancien du terme, un journal au sens vraiment de mémorial quotidien du bicentenaire. Et pour ce faire, nous imaginons un dialogue entre l'archivant archivé, Jean-Noël Jeannet, si j'ose dire, puisqu'il était à la fois puissance d'archivage et en même temps acteur, et l'archiviste d'alors, donc Agnès Magnin. Ce sera notre premier temps. Ensuite, on pourrait justement passer la parole à Patrick Garcia, qui a écrit l'histoire au présent d'une mémoire au passé immédiat. Donc on est vraiment là dans une histoire du temps présent de la mémoire, à travers son travail de thèse, mais il ne s'est pas, évidemment, depuis lors, il a continué à être un grand historiographe et un historien de l'histoire, donc il n'a pas laissé le bicentenaire en 2000, je suppose, donc il nous dira aussi l'ombre portée, peut-être, de cette expérience historiographique. Et puis, ensuite, dans un troisième temps, peut-être qu'on pourrait justement rentrer plus techniquement dans la question des limites et de la définition d'un fonds d'archives audiovisuelles à travers le cas du bicentenaire, la diversité des significations, des périmètres, des frontières de l'archive audiovisuelle entre les archives commanditées donc par la mission, mais aussi les archives collectées, les archives audiovisuelles collectées par la mission, nombreuses sortes de vidéothèques en quelque sorte, et aussi les institutions qui aujourd'hui sont les principales récipiendaires de ces archives audiovisuelles, les archives nationales, certes, avec Martine Simblima qui en est chef du département de l'audiovisuel et des archives électroniques, mais donc aussi Dominique Théron et Agnès Magnin, Jean-Noël Jeannet, qui par leurs expériences soit à la BNF et l'INA auront certainement des choses et des éclairages à nous donner. Enfin, et ce n'est pas un schéma complètement évolutionniste, mais un petit peu quand même, le quatrième temps serait justement de poser la question à la fois de la participation des historiens à cet archivage en temps réel du bicentenaire, peut-être qu'Annie Duprat pourra nous dire des choses là-dessus, mais surtout de la réception, quel usage peuvent faire les historiens de la Révolution française, et là les historiens au sens qui travaillent sur la Révolution française, et pas seulement sur l'histoire de la mémoire de la Révolution française. Et donc vous comprenez pourquoi nous avions envie de donner la parole et de recueillir les analyses de Comsimien, qui donc, lui, est finalement un historien de la Révolution française d'après le bicentenaire, ce qui d'ailleurs est rassurant, puisqu'on a toujours parfois eu l'impression que le bicentenaire avait un petit peu, si j'ose dire, asséché le désir historiographique de la Révolution française, mais heureusement la flamme renaît, pas seulement qu'avec Comsimien, rassurons-nous, et ensuite on pourra, au gré de cette discussion, des questions certainement surgiront, et on pourra entamer une discussion. Donc je vous propose qu'autour de ces 4 temps, on se donne une vingtaine de minutes à peu près, ce qui devrait nous conduire vers 4 heures à peu près de l'après-midi. Peut-être qu'on fera une petite pause si on en reçoit le besoin, et on pourra ensuite donner la parole à tout le monde et à la salle virtuelle. Voilà, donc Jean-Noël, peut-être, si vous en êtes d'accord, peut-être nous expliquer au fond pourquoi, dès 1991, les archives nationales publient une archive immédiate, un archivage quasiment en temps réel, puisque même je pense qu'à cette date-là, je ne suis pas sûr que la mission ait été liquidée financièrement, enfin tous les comptes, etc. Mais les archives étaient déjà versées aux archives nationales. Donc Jean-Noël, c'est à vous.